Nos invités ce soir pour en parler, Raoul Mani-Berton, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, et Clara Egger, professeure assistante en relations internationales à l'université de Groningen. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous êtes tous les deux auteurs de RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, paru aux éditions FIP. Yves Decamp. Le téléphone sonne. Voilà, la démocratie participative, c'est un bien grand mot. Ça ne marche pas toujours. Qui veut intervenir ? En 2016, Grenoble, peut-être vous savez, il a mis en place ce qui s'appelle le droit d'interpellation, qui était en fait un RIC. C'est-à-dire avec 2000 signatures, ça donnait lieu à une votation si le conseil municipal était en désaccord, et la mairie s'était engagée à suivre l'avis. C'était un mécanisme donc décisionnel, contrairement à tous les mécanismes qu'il y a en cours qui sont simplement consultatifs. Ce mécanisme-là a été cassé par le préfet pour une raison simple, c'est que en France, avoir un mécanisme décisionnel dans lequel les citoyens prennent directement les décisions est illégal. Donc, en fait, Grenoble n'était pas la seule à avoir un jugement cassé là-dessus. Mais pourtant, ça existe, la démocratie participative aujourd'hui. Oui, mais ça revient dans l'essentiel, je l'ai dit un peu tout à l'heure, à des budgets participatifs. Une petite partie du budget est mise au vote des citoyens. Juste un point sur le droit local. Il faut pas confondre la démocratie participative et la démocratie directe. La démocratie directe, ça veut dire quand les citoyens décident. La démocratie participative, c'est quand les citoyens participent. Donc, effectivement, les budgets participatifs n'ont pas, au niveau légal, une valeur décisionnelle. Ils sont consultatifs, même s'ils sont suivis, très souvent. Donc, il consiste à mettre ensemble des gens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions, pour avoir des discussions autour d'environ 5% du budget de la municipalité. Et en plus, sans que ce soit une décision prise automatiquement. Alors on va en reparler, mais en général les choix exprimés lors de ces votes, en tout cas c'est le cas dans un certain nombre de villes, sont ensuite appliqués. Bon, ce sont pas des enjeux énormes, hein, ce sont des aménagements urbains le plus souvent. Clara Egger, le RIP, ça ne suffit pas clairement pour avancer sur la démocratie participative. Non, très clairement le RIP ça suffit pas, et c'est pas un instrument adéquat, et c'est même pas celui qui est demandé. Donc c'est une demande qui est à côté. Je pense que l'expérience de Patrick à Grenoble, elle est assez révélatrice de ce qui se passe dans les dispositifs actuels, dans un système qui ne fonctionne pas très bien et qui est assez excluant politiquement. Les dispositifs de démocratie participative, ils visaient deux choses. C'était accroître la fréquence à laquelle les gens pouvaient se prononcer sur des sujets, en dehors des élections, mais aussi apporter de la diversité d'opinions. Et là, je reprends les mots de l'invitée précédente. Ce qu'on sait empiriquement, c'est que ça ne marche pas. En fait, les personnes qui participent au dispositif de démocratie participative, et ça, c'est des études qui ont été menées sur toute l'Europe, parce que ces dispositifs sont pas français. Un bel ouvrage qui s'appelle Diploma, démocratie, la démocratie du diplôme, montre que ce qui est encore plus paradoxal, c'est que quand on veut accroître la participation, ceux qui participent, ce sont les mêmes que ceux qui votent. Des personnes motivées, éduquées, diplômées, renseignées, qui passent une énergie très très forte à se saisir de ces enjeux qui sont techniques aussi, pour des résultats qui sont minimes, parce que le jour où en fait un conseil municipal n'a pas envie de suivre la recommandation, c'est un coût politique important, mais il peut ne pas la suivre. Rien ne l'oblige à la suivre aujourd'hui. Alors, si je peux ajouter un mot sur le RIP, juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, juste quelques points de rectification. Le RIP, il est pas tout à fait partagé puisque l'initiative vient des parlementaires, et ensuite on va chercher les signatures. Donc c'est pas possible de rechercher les signatures derrière. Le fait d'avoir, contrairement au RIC, qui laisse l'initiative aux citoyens, c'est-à-dire que sans passer par le Parlement. Le RIP est même plus dur que ce qui s'appelle généralement dans le monde des initiatives minoritaires, c'est-à-dire effectivement un cinquième des députés généralement minoritaires lancent un référendum, mais ils n'ont pas besoin de les citoyens. Là, c'est un problème, c'est-à-dire ça augmente la difficulté pour tout le monde. Juste sur le récolte de signatures, c'est pas seulement une question de nombre qui est évidemment inatteignable, mais c'est aussi une question de récolte. C'est-à-dire que c'est sur une plateforme internet. On sait très bien que quand on laisse les citoyens, on vient de le voir, c'est compliqué. Voilà. Ok, je vous laisse la suite de la discussion. En parlant de votation, on a souvent en tête l'exemple suisse. C'est que souvent en France, on a l'idée d'une votation comme un oui-non.
pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le suffrage féminin. C'est le principe du référendum. C'est le principe du référendum, mais de type gouvernemental. C'est-à-dire le gouvernement pose une question selon ses termes à la population pour savoir s'il l'accepte ou non. On peut penser au référendum sur le projet de constitution pour l'Europe, par exemple. Là, l'initiative populaire, c'est complètement différent. C'est à l'initiative des citoyens d'écrire le projet, d'écrire complètement le projet de loi, donc d'être capable de dire là je change cet article ou le projet de loi constitutionnel. Alors on a des propositions en Suisse qui peuvent être très très longues, parce qu'il faut être capable de dire ce mot-là je le change par celui-là, donc ça demande effectivement un travail très important, ça c'est sûr. C'est pas quelque chose, on se lève le matin, on dit je suis pas d'accord avec cette loi et j'écris sur un petit bout de papier, je le présente, c'est pas ça, c'est vraiment un gros travail. Je sais pas si j'ai bien compris la remarque de Pierre, parce que c'est vrai que dans les débats actuels, quand on parle de référendum en toute matière, les Suisses ont le référendum obligatoire. C'est-à-dire tout changement constitutionnel nécessite de faire venir, de convoquer un référendum. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque même si la voie normalement habituelle dans la Constitution française devrait être la voie référendaire, en fait, il y a aussi la possibilité de passer par les 3/5 du Parlement. Donc les Suisses, oui, votent en matière internationale. Et votent aussi sur... En fait, il n'y a pas de restriction de sujets sur lesquels ils peuvent voter. Donc ils vont se prononcer. Par exemple, les Suisses ont voté un certain nombre de fois sur l'adhésion à l'Union européenne, ont refusé et sont parmi les Européens les plus informés sur l'Europe. Ils la connaissent bien mieux que nous parce qu'en fait, ils ont à chaque fois été amenés à se présenter là-dessus. Sur la participation, ça c'est un enjeu qui est important, c'est vrai. Les Suisses votent en moyenne, les votations suisses, c'est 40% des électeurs qui se déplacent. Là, trop de votes tue un peu le vote. Voilà, ça c'est sûr. Et l'idée de regrouper, c'était celui-là, hein, c'était de dire regroupons sur une journée. Mais ce qui est vrai, c'est que ça crée aussi ce qu'on appelle un public par enjeu. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas intéressées par une question ne se déplacent pas. C'est pas un mal en soi, hein, le fait que si on n'a pas un avis sur la question, on ne se déplace pas, parce que en fait, en réalité, ce qu'on observe, contrairement à ce qui se passe en France, c'est que les abstentionnistes sont très différents à chaque scrutin. Si moi, je suis mère de famille et je suis intéressée par la question de l'implantation des crèches, je vais me déplacer. C'est peut-être très technique, mais je vais me déplacer. Par contre, alors on prend souvent cet exemple, il y a eu une votation à Lausanne sur l'ouverture des bureaux de tabac près des gares après 20h le dimanche. Bon, ça intéresse un petite partie quand même de l'électorat. Donc, moi, je me déplacerai pas sur cette question, par exemple. Raoul Magny-Berton, on l'entend, hein, les parlementaires réfléchissent beaucoup, on est toujours dans le débat, et on a du mal à avancer, on a l'impression quand même. On a du mal même dans le vocabulaire, hein, parce que moi, malgré tout, ce que j'entends, c'est que l'objectif, c'est l'expression citoyenne. C'est pas ça l'objectif. Enfin, du moins, des mouvements qui sont mobilisés, l'objectif, c'est la décision citoyenne. C'est quelque chose de différent, de s'exprimer, de prendre des décisions. Alors, on peut dire, oui, alors, ça, je l'ai entendu souvent, la France n'est pas la Suisse, n'est pas les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, dans 24 États, ils pratiquent le RIC, y compris pour la constitution de l'État, vraiment tous les ans. Localement, donc. Oui, mais attention, parce que comme vous dites localement, il faudrait faire localement en France. Les États-Unis et la Suisse sont des pays hyper décentralisés, c'est très fédéraux. Vous savez, les Suisses ou les Américains payent environ entre 70 et 80% de leurs impôts à leur région. Ils ne passent jamais par l'État central. 20% restent à l'État central. Donc, vous imaginez les nombres de décisions qu'on prend au niveau local, c'est incroyable. C'est presque comme un État. Alors qu'en France, si on commence au niveau local, on commence sur les détails, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour commencer au niveau local, il faut décentraliser la France. Et sinon, il faut commencer au niveau central. C'est une toute autre culture. Rapidement, Clara Oui, Heger. juste pour réagir sur, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend, ce n'est pas dans la culture française. Nous, l'argument qu'on défend dans cet ouvrage, on n'est pas le seul à le défendre, c'est que les institutions forgent la culture politique. Or, un des premiers à avoir créé une forme de RIC constitutionnelle, c'était Condorcet. C'était la constitution de l'an 1 qui n'a jamais été adoptée, mais qui était au cœur des débats. La question de la démocratie directe et pas participative était au cœur des débats à l'issue de la Révolution française. Elle n'a pas été adoptée, mais c'est pas étranger à notre culture politique. Alors justement, vous faites allusion à l'histoire. Il y a eu aussi des référendums appelés plébiscites, qui ont un peu refroidi, disons, les ardeurs des républicains. C'est par référendum que Napoléon Ier a été confirmé, que le coup d'État de Napoléon III a été ratifié. Vous voyez, et qui c'est à double tranchant parfois. Oui, mais c'est pas. Alors, c'est comme souvent on nous prend l'exemple du Brexit. On dit ouais, mais regardez le Brexit. Mais le Brexit est un référendum gouvernemental. Ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est important. C'est les exemples qu'on donne, c'est des référendums d'initiative gouvernementale
fondamentales et dont on le sait que les effets sont complètement différents du RIC ou de formes de participation citoyenne. Alors de la même façon, il y a des référendums d'initiative citoyenne qui parfois donnent l'impression aussi d'aller à l'envers de l'histoire. On l'a vu en Suisse, où l'interdiction des minarets, l'interdiction d'embaucher des travailleurs étrangers, etc. Oui, alors là, on a fait le peuple est parfois conservateur bien sûr. ou rétrograde. Le peuple est parfois conservateur, rétrograde. En 81, un référendum sur la peine de mort, qu'aurait-il donné? D'accord, je vais vous répondre là-dessus. Parce que là, on a étudié tous les référendums qui sont passés dans le monde, donc on a essayé de voir. Les exemples, là, on a toujours les exemples négatifs. Je prends un exemple. En Suisse, le droit de vote des femmes, 1971. Oula, c'est les mecs qui votaient. On se dit, ils vont jamais le donner. Sauf qu'au Colorado, par RIC, les femmes ont un droit de vote en 1893. C'est-à-dire, donc, environ plus de 50 ans avant les Français. Ouais. On trouve des exemples comme ça. On trouve de tout. C'est-à-dire que, y compris sur la peine de mort, l'Oregon, en 1914, a voté par RIC l'abolition de la peine de mort. Donc, vous trouvez systématiquement des abolitions des décisions très très progressistes ou très en retard dans les deux cas. En France en particulier, je soupçonne que c'est les sénateurs qui ne faisaient pas passer l'abolition de la peine de mort dans les années 30 parce que elle était une proposition qui était sur la table et la majorité des Français étaient d'accord. S'il y avait eu un RIC, probablement on l'aurait eu dans les années 30 comme la Suisse. Et aujourd'hui, je pense le plus probable pour réintroduire la peine de mort en France, c'est par l'élection d'un représentant. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au RIC que demandent les Gilets jaunes, c'est-à-dire une initiative citoyenne qui permettrait de voter ou d'abroger une loi et surtout de révoquer un élu? Alors juste une chose, tout à l'heure, il a été dit qu'en Suisse n'existe pas ce qui est correct au niveau national, mais le référendum révocatoire. Oui. Voilà, référendum révocatoire. Il y a enfin une procédure de révocation. Il y a dans 7 cantons suisses. Donc je comprends dans votre question, est-ce qu'il faut aller jusqu'à? Mais jusqu'à, c'est pas très loin. Il y a quand même 36 pays qui ont le RIC. Ils se portent très bien. Il y a des gens qui, comme je notais, il y avait les États de l'Ouest américain qui étaient remplis de personnes qui n'avaient pas scolarisé et qui ont quand même grandi avec ce RIC. C'est un droit qui est, je vais vous raconter, l'Uruguay a le RIC. L'autre jour, on avait un Uruguayen et on parlait de notre livre sur le RIC. Il nous regardait l'air un peu interrogatif. Jusqu'à ce qu'il a demandé, est-ce qu'en France, mais en France, vous l'avez aussi. On a dit non. Quoi? Il a dit. Mais c'est un droit fondamental. On dit souvent que les électeurs ne votent pas sur la question posée, mais sur celui qui la pose. C'est pour ça qu'on est très très réticent au référendum en France. On va voir le système de votation. Du coup, la question qui est importante, c'est que, premièrement, il faut se dire que le RIC, c'est quelque chose qui n'est pas sur toutes les lois. C'est sur les lois sur lesquelles il y a une initiative citoyenne. Donc, ça veut dire c'est sur des lois que les parlementaires ne font pas. Il y a des parlementaires quand il y a le RIC. C'est un instrument de contre-pouvoir. Les effets du RIC, c'est tout à fait contraire à ce que dit Platon dans la République, qui est quand même bien, mais un peu élitiste. Moi, je l'ai lu aussi, ce livre. Parce que, en fait, ce qu'on observe, c'est que la dette publique, quand on a le RIC, est beaucoup plus faible. Donc, la dette publique, c'est vraiment le symbole de l'efficacité d'un État. Les citoyens sont plus raisonnables que les élus? Mais pourquoi? Parce que les citoyens payent. Les élus, non. C'est les citoyens, c'est quand les élus, non? Ouais, enfin, c'est pas que eux qui payent. Les citoyens, c'est tous les contribuables qui sont en train de voter sur quelque chose. Donc, l'enjeu est complètement différent. Un mot du. Je peux vous dire une chose aussi. C'est important parce que tout à l'heure, on parlait des jurys. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dans la situation des RIC, de la démocratie directe, le boulot, c'est le représentant qui le fait. Oui. Et ensuite, le citoyen peut lui dire, je suis pas d'accord, je t'arrête là, ou alors on fait autre chose. En revanche, dans les jurys citoyennes, on demande aux citoyens de faire le boulot des élus sans derrière leur donner le pouvoir de les arrêter quand ils veulent. Vous voyez, c'est totalement différent comme structure. Et c'est vrai que c'est décourageant. Démocratie participative. Un mot, Clara Egger. Oui, juste un mot pour revenir sur un point plus général, parce que le débat s'est orienté sur démocratie participative contre démocratie directe.
je pense qu'il faut rétablir une série de faits sur cette question. Si l'objectif, c'est de remobiliser des citoyens vers la politique et des citoyens qui en sont exclus, la démocratie participative ne marche pas. C'est pas quelque chose qu'on dit avec notre opinion, on s'est levé ce matin. Ce sont des études qui le démontrent. Le RIC n'est pas un dispositif qui émerge aujourd'hui. La Suisse le pratique depuis le 19e siècle. Mais ça fait partie de la démocratie participative, c'est un ensemble, oui, c'est un tout. C'est de la démocratie directe. C'est-à-dire que les gens vraiment décident et les élus ne sont jamais actifs, ne peuvent jamais reprendre en main le phénomène. Donc je pense que sur ces enjeux, ce qui est important, c'est bien sûr le RIC, mais pas que, mais pas tout, mais pas le RIC. Parce que c'est ça qu'on a l'impression d'entendre, en fait, aujourd'hui. Juste un mot, Raoul Mani-Berton, le seuil de signature, puisqu'on a commencé par là, le RIP actuel, inatteignable, il doit être très élevé, moins élevé, parce que il doit, alors, s'il n'est pas trop élevé, il y a un risque de manipulation des groupes d'intérêt. Non, pas du tout, parce que c'est le contraire. En fait, c'est le contraire. Disons que les groupes d'intérêt, quand il est élevé, seuls les groupes d'intérêt très riches peuvent le faire. D'accord. Alors que quand il est faible, tous les groupes d'intérêt peuvent le faire. Mais un groupe d'intérêt, c'est aussi une association de quartier. Donc, ou un syndicat. Donc, ça veut dire que plus on le baisse et plus on l'ouvre à l'ensemble des groupes d'intérêt. Alors, évidemment, si vous êtes un citoyen dans aucune association, c'est difficile de lancer un truc comme ça. Mais précisément, l'existence de ce phénomène va pousser l'ensemble des gens dans les associations, c'est ce qu'on observe. Merci beaucoup Raoul Mani-Berton. Clara Egger, je rappelle votre ouvrage sur le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, paru donc aux éditions FIP.